Atrospection, le podcast qui explore les thématiques liées au vécu des personnes aromatiques et ou asexuelles. Hello tout le monde, c'est Alana. Bienvenue dans la deuxième partie de ma discussion avec Marine Kern, qui a écrit un mémoire sur l'identification à la sexualité. Si vous n'avez pas écouté la première partie, on vous recommande de le faire pour vous assurer de comprendre les concepts qu'on va développer dans ce deuxième épisode. Vous pouvez cliquer sur la miniature juste là. En résumé, dans le premier épisode, on a beaucoup parlé des concepts contradictoires que les personnes ACE peuvent avoir avec leur identité, puisqu'elles ont tendance à considérer que leur propre asexualité est une faible attirance ou une absence d'attirance sexuelle qui serait innée, prenant donc une approche essentialiste. Pour autant, certaines ACE ajoutent que le terme asexuel peut être utilisé temporairement ou par des gens en questionnement si cette identité leur permet de se sentir mieux, ce qui met en avant que la sexualité et l'identité sexuelle en général sont des constructions qui dépendent de normes sociales et peuvent évoluer au cours du temps. Cette discussion nous a amené à parler d'un des moteurs principaux qui conduit à l'identification à la sexualité, qui est la constatation d'un décalage entre la vision que les personnes ACE se font de la sexualité et les normes sexuelles dans notre société. Ainsi, la sexualité serait une réponse à une contrainte à adopter un certain type de sexualité, définie comme « normale » entre guillemets, par la société dans laquelle on évolue. Ce concept est nommé « contrainte à la sexualité ». Et c'est notre point de départ pour ce deuxième épisode. C'est parti. Petite note avant de commencer, dans cet épisode, on va beaucoup utiliser le concept de contrainte à la sexualité. Habituellement, on fait une différence entre la sexualité, donc L''asexualité, qu'on prononce d'un seul coup, et la sexualité, avec laquelle on fait une pause pour les distinguer. Du coup, dans cet épisode, pour simplifier la diction, on va juste faire une petite exception pour le concept de contrainte à la sexualité qu'on dira en une seule fois, contrainte à la sexualité. Même si là, on ne parle pas d'asexualité, mais bien de sexualité. Hello Marine. Hello Alana. Merci d'être à nouveau là pour nous parler de ton mémoire. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ce concept de contrainte à la sexualité ? Oui, bien sûr. Alors, peut-être tout d'abord, pour commencer, un premier point sur l'origine du concept. Ça vient des études asexuelles anglo-saxonnes qui ont créé ce concept de compulsory sexuality en anglais. Et c'est vrai qu'en fait, ce terme de compulsory sexuality, ça peut être traduit de plusieurs manières en français, comme par exemple la sexualité obligatoire, l'injonction à la sexualité ou l'impératif à la sexualité. Ce sont des expressions que j'ai vues reprises dans les réseaux sociaux. Donc, si vous avez vu ces expressions passer, sachez que quand je parle de contrainte à la sexualité, ça se réfère à la même chose. Mais l'expression compulsory sexuality, ça fait référence au concept d'Adrienne Rich, compulsory heterosexuality, qui a été traduit comme contrainte à l'hétérosexualité en français. En tout cas, moi, c'est la traduction que je connais. Et du coup, j'ai repris cette même traduction pour garder la référence à ce concept de contrainte à l'hétérosexualité. Mais il faut savoir que le terme compulsory sexuality, il n'est pas venu tout de suite. Il y a plusieurs chercheuses qui ont théorisé ce concept, mais qui ont parfois, au début, utilisé d'autres termes, comme par exemple sexus société, qui a été aussi reprise par pas mal de personnes en français, comme par exemple Talma Desta, dans son livre « Désir à tout prix ». Du coup, si vous avez déjà vu ces termes comme sexualité obligatoire ou sexus société, sachez que ça fait référence à la même chose que la contrainte à la sexualité dont je parle aujourd'hui. Maintenant, pour revenir plus au concept en soi, un concept de contrainte à la sexualité, ça désigne les injonctions sexuelles qui pèsent sur l'ensemble des individus. Il montre que la sexualité est considérée comme naturelle et comme allant de soi, et comme supérieure à l'absence de sexualité. Ce qui est spécifique au concept de contrainte à la sexualité, c'est qu'il a été développé par les études asexuelles en partant de l'expérience des personnes asexuelles. Donc, vu que pour les personnes asexuelles, le sexe n'est pas important,
qu'elles ne ressentent pas nécessairement le besoin d'avoir des relations sexuelles, des rapports sexuels ou autres. Ça remet en question la naturalité du sexe, donc dans le sens activité sexuelle. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions sociales et des normes qui nous amènent à avoir des rapports sexuels. Et quelles sont ces normes, justement ? Alors, les normes actuelles de sexualité en Europe, ça découle notamment du changement de la société dans la deuxième moitié du XXe siècle, où il y a de nouvelles approches médicales de la sexualité, notamment en sexologie et en psychologie, et aussi du mouvement de libération sexuelle. Ces normes, elles ont du coup construit la sexualité comme centrale à l'épanouissement et au bien-être, et aussi à la construction de son identité, ce qui implique que du coup, si vous n'êtes pas, entre guillemets, suffisamment sexuel, vous êtes un individu incomplet et que vous avez un problème. Et du coup, ça crée une obligation, une contrainte à se construire comme sujet sexuel. C'est OK de ne pas avoir des pratiques sexuelles dans certaines circonstances ou pendant un certain temps, par exemple si vous êtes malade, si vous n'allez pas bien. Pour les femmes en particulier, par exemple, si vous n'êtes pas en couple. Mais vous devez désirer qu'à terme, vous allez avoir des rapports sexuels, que vous allez revenir à une sexualité si vous arrêtez juste pendant un moment, ou que vous avez envie d'avoir des rapports sexuels dans les bonnes conditions. Et ne pas adhérer à ce comportement, c'est considéré comme anormal, comme bizarre et comme relevant d'une pathologie. Et par conséquent, ça crée des injonctions à la sexualité pour être considéré comme normal. Ok, donc dans ce cadre, on commence à comprendre pourquoi les personnes asexuelles peuvent se sentir en décalage par rapport à la norme. Le concept de contrainte à la sexualité va néanmoins plus loin que simplement identifier ces injonctions, puisqu'il conçoit la sexualité comme un système. Selon ce principe, je me demande comment ça fonctionne, ce système ? Alors effectivement, la contrainte à la sexualité, c'est considéré comme un système qui va réguler nos comportements et la société. Selon la chercheuse Christina Gupta, la contrainte à la sexualité, ça construit ce qui est considéré comme sexuel et non sexuel, et ça les hiérarchise. C'est vrai que comme ça, probablement, on pense que c'est facile de savoir ce qui est considéré comme sexuel et pas sexuel, mais en vrai, c'est pas si clair que ça et c'est pas si bien défini. Par exemple, je pense que si je pose la question « est-ce que s'embrasser, c'est sexuel ?» Beaucoup de personnes n'auront pas la même réponse. On va dire certaines personnes vont dire que oui, d'autres que non, d'autres que ça dépend des circonstances, quel type de baiser, est-ce que c'est juste un smack ou est-ce que ça va plus loin, etc., etc. Du coup, là, on voit que les frontières en fait du sexuel et du non sexuel, ils sont pas toujours clairs. Et puis, c'est vrai que ça peut changer et que ça peut évoluer selon les contextes sociaux, historiques et culturels. Et du coup, dans notre société, une sexualité active, c'est considéré comme gage de bonne santé et aussi la preuve d'une vie réussie. À l'inverse, l'absence de sexualité, c'est stigmatisé, c'est pathologisé et c'est non souhaitable. Du coup, ça exclut du normal les personnes avec une sexualité considérée comme insuffisante. Et là, je dis insuffisante parce que, comme dit avant, l'absence de sexualité, c'est aussi construit. Pour donner un exemple concret, il y a beaucoup de personnes aise qui se masturbent, mais si elles font que se masturber et qu'elles n'ont pas des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est pas considéré comme suffisant et c'est considéré comme une absence de sexualité. Donc, on voit bien que la question, c'est pas tellement le fait d'avoir une sexualité ou pas, mais c'est vraiment une sexualité perçue comme insuffisante. Mais du coup, ce principe de construction aussi de sexualité et de non-sexualité, ça permet d'identifier d'autres processus comme les processus d'hypersexualisation et de désexualisation. Je vais prendre l'exemple de la désexualisation parce que c'est le plus pertinent, je pense, pour la sexualité. Par exemple, lorsqu'on désexualise un groupe social, comme par exemple les personnes en situation de handicap ou les hommes asiatiques, ça devient un outil pour les exclure du normal, mais aussi pour les inférioriser et justifier le contrôle de ces populations. Et c'est une dynamique un peu similaire avec l'hypersexualisation, où du coup c'est utilisé pour justifier le contrôle de la sexualité des groupes hypersexualisés, comme par exemple les personnes noires. Et je disais que la contrainte à la sexualité, ça régule aussi nos comportements. Par exemple, la contrainte à la sexualité, elle va encourager à adopter, entre guillemets, la bonne forme de sexualité, c'est-à-dire des rapports hétéronormatifs, donc entre un homme et une femme cisgenre, avec pénétration vaginale, dans une relation monogame et exclusive.
Ce qui ne veut pas dire que la contrainte à la sexualité, elle ne s'applique pas dans des groupes sexuellement minorisés, comme les personnes LGBTQ+, ou les communautés BDSM, mais qu'elle va toujours favoriser, plutôt encourager une sexualité hétéronormative. Et la contrainte à la sexualité, elle fonctionne aussi de pair avec l'amatonormativité. Petit rappel, l'amatonormativité, c'est une croyance sociétale selon laquelle chacune aspire à une relation amoureuse, exclusive et sur le long terme, qui serait nécessaire à son accomplissement personnel. Et vu que, en fait, il y a cette idée que la sexualité, c'est considéré comme nécessaire au bon fonctionnement du couple, la contrainte à la sexualité, elle est particulièrement forte dans la conjugalité, parce que si vous n'avez pas de relation sexuelle, votre couple ne va pas bien. D'autant plus que les relations sexuelles et le fait de désirer son ou sa partenaire, c'est considéré comme des preuves d'amour. Et finalement, même si ce concept de contrainte à la sexualité, il vient des études asexuelles, c'est un concept qui s'applique pas seulement aux personnes ace, mais qui s'applique à tout le monde. Elle va aussi changer, du coup évoluer suivant les contextes culturels, politiques et historiques, suivant l'évolution des normes. Elle ne s'applique pas non plus de la même manière pour tout le monde. Donc, il y a des facteurs comme le genre, la racialisation, le validisme, l'identité sexuelle qui vont changer aussi comment est-ce qu'on vit la contrainte à la sexualité. Du coup, le concept de contrainte à la sexualité, il nous permet de comprendre aussi d'autres phénomènes que celui de la sexualité. Je pense que l'exemple le plus évident, c'est probablement celui des incels, parce que vu que la sexualité, elle est centrale à la construction de la masculinité, ça crée une pression, une injonction en fait pour les hommes à avoir des relations sexuelles avec des femmes. Parce que l'hétérosexualité, c'est aussi très 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 important pour la masculinité. Et du coup, ils doivent avoir des relations sexuelles avec des femmes pour prouver qu'ils sont des vrais hommes. Ce qui amène les incels à penser aussi qu'ils ont un droit au corps des femmes pour en fait construire leur identité masculine. Donc on voit bien que les normes sexuelles créent une contrainte à la sexualité qui varie selon le contexte social et implique qu'il existe des, entre guillemets, bonnes et mauvaises sexualités, selon son genre, sa classe sociale, sa racialisation, si on est valide ou non. Et ces normes sexuelles ont donc une dimension systémique. Comment est-ce que la contrainte à la sexualité se manifeste au quotidien pour les personnes ace ? Ouais, c'était un très bon résumé. Comme on mentionnait plus tôt, la contrainte à la sexualité, elle construit les sexualités et les non-sexualités et ça les hiérarchise. Et les non-sexualités, comme la sexualité du coup, sont considérées comme inférieures et non désirables. Par exemple, même lorsqu'une personne ace, elle est acceptée, ça reste préférable qu'elle soit sexuelle. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, j'entends sexuel au sens large, pas seulement le fait d'avoir des rapports sexuels. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir dans les interactions de tous les jours, comme dans les représentations médiatiques, où avoir du sexe, c'est fun, c'est intéressant. Ne pas en avoir, c'est triste, c'est ennuyant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve chez plusieurs personnes interviewées. Par exemple, des femmes et des personnes assignées femmes à la naissance racontent que leur vie, elle était considérée comme pas intéressante, parce qu'elles n'avaient rien, entre guillemets, de croustillant à raconter. Ce qui crée aussi, du coup, un peu indirectement une pression à avoir des rapports sexuels pour devenir intéressante et avoir des trucs à raconter, en fait, dans ces groupes d'amis. Et la contrainte à la sexualité, c'est un système qui se produit et se maintient par la répétition de discours, que ce soit dans les médias, dans les institutions, comme les institutions médicales, par exemple, ou des commentaires anecdotiques lors d'interactions, comme par exemple l'accumulation de discours comme « mais il n'y a vraiment personne qui t'intéresse », t'as rien d'intéressant à raconter. Et du coup, tout ça combiné à l'idée que le sexe, c'est nécessaire à notre bien-être, ça crée un sentiment d'anormalité, mais aussi une pression à devenir sexuel pour correspondre à la norme. Tout à l'heure, tu nous as mentionné différents facteurs qui influencent comment la contrainte à la sexualité s'exerce sur les individus, comme par exemple le genre, la racialisation, le validisme, l'identité sexuelle, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples ? Oui, bien sûr. Par exemple, certaines personnes assignées femmes à la naissance racontent qu'au début, il y avait peu d'attentes qu'elles aient des rapports sexuels, parce qu'il y a cette idée que c'est normal que pour une femme, ça vienne plus tard, ou seulement aussi dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc c'est encore assez... c'est OK de ne pas avoir de relation sexuelle lorsqu'on est célibataire. Mais il y a quand même cette idée, cette attente... qu'elle ait une sexualité un jour. Donc c'est un peu ce que je disais avant.
à terme, il faut avoir des rapports sexuels. Et la contrainte à la sexualité se manifestait aussi beaucoup chez les personnes assignées femmes à la naissance par des questions relatives à leur vie amoureuse. Comme par exemple de demander « Ah, mais pourquoi tu n'as pas de copain ?» Pour les femmes plus âgées, il y avait aussi la question des enfants. Donc, on voit aussi que la contrainte à la sexualité pour les femmes, elle est aussi liée à ce devoir de reproduction qui est assigné aux femmes. Mais pour donner un peu un contre-exemple, il y a une personne non-binaire en situation de handicap, aussi assignée femme à la naissance, qui raconte pas vivre cette forme de contrainte à la sexualité, probablement en fait en raison de la désexualisation des personnes en situation de handicap. Et pour les hommes cisgenres, la pression sociale à la sexualité, elle se manifestait plus fortement plus jeune, déjà dès le lycée, et plutôt par les discours d'autres hommes ou par la comparaison avec d'autres hommes par rapport à certaines attentes liées aux normes de sexualité masculine, notamment le fait d'avoir beaucoup de rapports sexuels et aussi des conquêtes sexuelles. Il faut dire que les deux hommes cisgenres étaient les deux dans des environnements assez masculins, mais c'est vrai que du coup pour eux, c'était pas autant lié au fait d'avoir des rapports sexuels dans un cadre amoureux. En revanche, l'homme trans qui a participé à mon étude n'a pas vécu la contrainte à la sexualité tout à fait de la même manière, même s'il a transitionné assez tôt à l'adolescence. Il n'évoluait pas dans un milieu aussi masculin que les deux hommes cis, notamment aussi parce qu'il avait un entourage composé de personnes avec différentes identités de genre et aussi différentes identités sexuelles, donc aussi un peu plus LGBTQ+. Il décrit aussi ne pas chercher à correspondre aux normes de genre masculine, en partie aussi parce qu'il est sexuel, et il s'est défini asexuel avant sa transition. Et par conséquent, il n'a pas vécu cette pression à se conformer aux normes sexuelles associées à la masculinité aussi fortement. Mais c'est là qu'on voit comment en fait la contrainte à la sexualité, elle peut varier selon les facteurs sociaux, qu'il faut prendre ensemble du coup la complexité et l'intersection de ces différents facteurs pour comprendre comment la contrainte à la sexualité, elle opère sur les individus et affecte les parcours d'identification à la sexualité. Ce qui est très intéressant dans ton mémoire, c'est que les témoignages que tu as recueillis montrent que les personnes ace ont non seulement conscience des normes, puisqu'elles subissent une pression à les suivre, mais elles les questionnent aussi en se rendant compte que ces normes nuisent à leur épanouissement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi le fait de s'identifier comme asexuel permet de prendre conscience des normes sexuelles ? Ça vient du fait que le processus d'identification à la sexualité, il prend souvent racine dans un sentiment de décalage avec les normes, comme on l'a dit dans le premier épisode. Du coup, par cette réalisation qu'on ne correspond pas à la norme de ce qui est attendu de nous en société. Bien sûr, ça concerne au premier abord les normes sexuelles, mais la sexualité, elle est imbriquée avec d'autres normes sociales. Et du coup, ça amène aussi les personnes à remettre en question les normes d'amour romantique, de conjugalité et de genre. Et comme il y a cette première réalisation de ne pas correspondre aux normes, au moment où on se définit asexuel, ça permet de renverser le stigmate. Avant, on se sent anormal. La sexualité permet de trouver une explication à cette anormalité. Et du coup, ça permet d'identifier les injonctions sexuelles et la contrainte à la sexualité comme des normes qui nous sont imposées. Du coup, la sexualité, ça permet de revendiquer qu'on n'est pas anormal dans une société où la sexualité, elle est considérée comme nécessaire et centrale dans sa vie et la construction de soi. Ça permet aussi de se libérer du coup des injonctions sexuelles, que ce soit dans les conversations avec l'entourage ou dans le couple. On voit dans ton mémoire que les personnes ace identifient d'elles-mêmes différentes normes. Du coup, je te propose qu'on développe un peu ces différentes normes qu'elles ont mentionnées spontanément. La première, ce serait l'idée que la pratique et le désir de sexualité seraient naturels et instinctifs. Comment est-ce que les personnes que tu as interviewées perçoivent et contournent cette première norme ? Oui, tout à fait. Déjà, le fait d'être asexuel, souvent la sexualité, elle vient pas naturellement, si on veut, aux personnes ace. Et du coup, ça leur permet d'identifier que la sexualité, en général, pas seulement pour elle est pas si naturelle que ça, et à remettre déjà cette norme en question. Et on retrouve chez les personnes ace une espèce de désacralisation de la sexualité, parce que en fait, dans nos sociétés, il y a quand même ce truc où la sexualité, ça a une valeur symbolique qui peut être importante. Par exemple, particulièrement pour les femmes, il y a toute cette idée autour de la première fois.
Ou par exemple, dans les religions, lorsque on n'a pas de sexualité, il y a cette idée qu'on sacrifie quelque chose qui serait important. Donc la sexualité, ça a une certaine valeur, où il y a un certain côté considéré comme sacré, relatif, même si c'est un peu complexe. Et du coup, chez les personnes ace, surtout comme la sexualité, c'est pas quelque chose de très important pour elles, ça perd cette valeur symbolique. Il y a plusieurs personnes qui mentionnent que le rapport sexuel, pour elles, c'est un peu une activité comme une autre. C'est pas quelque chose de spécial. Et il y a aussi une critique, du coup, de cette sacralisation de la sexualité qui peut exister dans certains milieux ou dans certaines circonstances. Chez plusieurs personnes, ça amène aussi à remettre en question l'hétérosexualité, et pas seulement l'hétérosexualité comme orientation sexuelle, mais plutôt comme régime politique ou comme construction sociale. Déjà, pour commencer, avant de s'identifier ace, beaucoup de personnes réalisent d'abord être bi ou pan. En fait, il y a ce truc commun aux identités asexuelles et bi et pan, d'être un peu aveugle au genre. Genre, on n'est pas intéressé par une personne en raison de son genre. Beaucoup d'ace racontent être en mode « Ah, je suis pas plus attirée par les hommes que par les femmes. Du coup, je dois être bi ou pan parce que j'ai pas d'intérêt plus fort pour l'un ou l'autre genre. » Et aussi, le fait de pas être naturellement intéressé par le genre opposé, ça les amène aussi à voir l'hétérosexualité comme quelque chose de socialement et culturellement construite. Les personnes ace se retrouvent souvent pas dans le schéma hétéronormatif et du coup, le remettre en question dans leur pratique. Il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées qui souhaitaient pas se mettre en couple ou qui n'étaient pas dans des schémas de couple hétéronormés. Et du coup, il y a ce truc où elles ne s'inscrivent pas dans la trajectoire de vie hétéronormée classique, de vouloir se marier, de vouloir avoir des enfants, d'acheter une maison, etc., etc. Qui est du coup un modèle qui est remis en question par plusieurs personnes. Trop intéressant. Dans un deuxième temps, tu mentionnes les normes de conjugalité et d'amour romantique. En quoi celles-ci sont questionnées par les personnes asexuelles ? Déjà, comme je l'ai mentionné avant, il y a ce truc que la contrainte d'asexualité et la normativité, ça va ensemble. C'est très difficile dans la vie de tous les jours de séparer l'amour de la sexualité. Et je parle d'amour romantique ici. Parce qu'il y a cette idée que la sexualité, c'est une partie intégrante de l'amour romantique, dans le sens, en fait, comme dans mon titre, il y a cette idée que tu peux avoir du sexe sans amour, mais pas de l'amour sans sexe. Donc, il y a cette idée que le rapport sexuel, c'est l'expression ultime de son amour. C'est quelque chose qu'on voit même d'ailleurs dans nos expressions de tous les jours, comme on dit littéralement faire l'amour. Donc, on voit bien que on considère le sexe comme l'expression de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent beaucoup dans le récit des personnes interviewées. Parce que déjà, lorsqu'elles mentionnent les questionnements d'entourage, il y a beaucoup cette idée de pourquoi tu n'as pas de copain. Et il y a aussi le fait que les personnes qui sont en couple, elles se retrouvent à expliquer à leur partenaire que c'est pas parce qu'elles les désirent pas qu'elles les aiment pas, ce qui est parfois prend du temps aussi pour les partenaires à intégrer, à comprendre, mais qui entraîne vraiment des discussions importantes. Et du coup, la sexualité, ça amène à ces personnes à diviser le sexe et l'amour, ce qui est contraire du coup à la norme actuelle. Vu qu'un couple qui n'a pas de relation sexuelle, c'est pas, entre guillemets, un vrai couple. Et du coup, cette division, ça amène à redéfinir ce qu'est le couple, en dehors de cette dimension sexuelle. Et pour certaines personnes, cette division, surtout des personnes au parcours très queer, souvent, ça les amène à des nouvelles manières de relationner, comme les relations libres ou le polyamour. Chez quelques personnes interviewées, on voit que la jalousie est aussi assez peu présente, parce que justement aussi, il n'y a pas cette importance, cette valeur symbolique qui est attribuée au sexe. Et en dehors des relations amoureuses, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui n'ont jamais été en couple parmi les personnes interviewées, il y a quand même aussi cette idée de former d'autres formes de partenariat, comme des relations queer platoniques, et de revaloriser l'amitié. Et finalement, ce qui est peut-être un peu plus surprenant, c'est que les personnes ace aussi remettent en question les normes de genre. Pourquoi est-ce que c'est un des éléments qui ressort chez plusieurs personnes que tu as interviewées, à ton avis ? Déjà, il faut savoir qu'en fait, en soi, le genre et la sexualité, c'est lié.
Par exemple, le genre comme système d'organisation sociale, ça va dicter des comportements sexuels selon le genre. Par exemple, il y a cette idée que les hommes ont vraiment un besoin physiologique important de sexe, qu'ils doivent être actifs, qu'ils doivent prendre l'initiative, etc., etc. Alors que les femmes, il y a cette idée qu'elles seraient plus passives, qu'elles peuvent avoir des relations sexuelles seulement s'il y a un lien affectif avec quelqu'un, qu'elles ont besoin de plus de temps, etc., etc. Et il faut savoir que la sexualité, elle est aussi socialement liée au genre. Selon Judith Butler, notre genre, il est identifiable seulement lorsqu'on désire sexuellement, entre guillemets, le bon genre. Pour donner un exemple, aux yeux de la société, un homme qui désire les hommes, ce serait pas, entre guillemets, un vrai homme. Et du coup, être une femme, c'est désirer les hommes, et être un homme, c'est désirer les femmes. Et du coup, indirectement, ces attentes sociales, ça affecte aussi les personnes ace. Parmi les personnes interviewées, déjà, il y a beaucoup de personnes binaires, qui est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les sondages sur la population asexuelle en général. Et il y avait aussi 2 personnes avec des identités de genre binaire qui racontent ne pas correspondre aux normes de genre féminines et masculines. Et du coup, toutes les personnes qui ressentaient cette non-conformité de genre, et c'était des personnes assignées femmes à la naissance, plusieurs racontent du coup ne pas se reconnaître pleinement dans la catégorie femme, notamment en raison des attentes genrées en termes de sexualité. Déjà, ça vient par exemple d'un discours à l'adolescence où elles se sentent différents textes des autres filles parce qu'elles ne sont pas intéressées par les garçons. Du coup, on retrouve cette idée de Butler, qu'il faut désirer le bon genre. Mais il y a aussi un autre aspect qui est spécifique plutôt aux femmes, qui est que les femmes sont censées se rendre désirables pour les hommes. Parce qu'être une femme, c'est aussi être l'objet de désir sexuel des hommes. J'ai bien dans la société, pas véritablement, bien sûr. On se comprend. Mais du coup, c'est vrai que les personnes ace perçues comme femmes se retrouvent pas vraiment là-dedans parce qu'elles trouvent pas vraiment d'intérêt à participer aux rituels pour se rendre désirables aux yeux des hommes, comme le maquillage, comme porter des habits sexy ou se raser, etc. Et du coup, ça peut les amener à pas se reconnaître pleinement dans la catégorie femme. Et pour certaines personnes, ça contribue à une identification, à une identité de genre non-binaire, même si je précise que beaucoup des personnes enquêtées mentionnent que la sexualité, c'est pas le seul facteur dans leur non-binarité. Merci pour ce point sur les normes. Donc on comprend un peu mieux ces normes que les personnes ace rejettent. La question suivante que je me pose, c'est quelles sont les conséquences de cette remise en question des normes ? Et en quoi ça influence le quotidien et la vie en général des personnes ace que tu as interviewées? Alors, je dirais que l'impact principal, c'est pas quelque chose de forcément évident qui va influencer les interactions de la vie de tous les jours. Mais ce que mentionnent plusieurs personnes, c'est que ça joue un rôle important dans leur façon de voir le monde et de l'interpréter. Parce que la sexualité, ça leur offre un regard différent sur le monde, qui du coup leur permet de remettre en question plusieurs normes sociales, ce qui les amène aussi à ressentir moins de pression par rapport à les normes qu'on a mentionnées, à sortir aussi des schémas traditionnels de l'hétérosexualité et de la famille nucléaire. Et du coup, indirectement, de sortir de ces schémas hétéronormatifs, ça amène aussi à avoir un rapport différent à la richesse et au capital financier, parce qu'on ne va pas forcément chercher à avoir une maison pour avoir des enfants, par exemple, etc. Et du coup, ça amène aussi à remettre en question la transmission du patrimoine. Et après, de manière un peu plus subtile, ça va dépendre suivant si les personnes ont des relations amoureuses ou pas. Pour les personnes plutôt du coup aromantiques, ça change relativement peu à part avoir d'enlever ces pressions sociales. Par contre, pour les personnes qui relationnent amoureusement, ça va aussi changer la dynamique du couple. Ça va pas tout le temps changer, surtout si c'est un couple plutôt hétéronormatif aux yeux de la société d'un point de vue extérieur, mais ça va changer à l'intérieur du couple, comme je l'expliquais avant, où on va avoir une redéfinition du couple. Et pour certaines personnes, ça amène aussi à des façons de se relationner différentes, comme les relations libres ou le polyamour. À la fin de ton mémoire, tu relèves que les personnes interviewées sont peu politisées, bien que certaines soulignent que la sexualité devrait être plus visible. Pour quelles raisons tu penses que cette identité est si peu politisée par les membres de la communauté ace ?
Alors, je pense qu'un des facteurs, c'est l'invisibilisation. Et là, je parle pas de l'invisibilisation par les médias, mais de l'invisibilisation par le fait que ce soit assigné à la sphère privée, comme je l'ai mentionné dans le premier épisode. Parce que le fait que ce soit pas aussi visible dans la sphère publique, ça engendre moins de discrimination, ce qui amène aussi à rendre la sexualité comme moins pertinente politiquement. C'est vrai que comme la sexualité, c'est lié à l'intime et au privé, c'est difficile de voir sa pertinence politique parce que justement, il n'y a pas de discrimination visible ou évidente, ce qui contribue aussi à un sentiment d'illégitimité chez les personnes de faire des revendications politiques, par exemple par rapport à d'autres groupes LGBTIQ+. Il faut savoir aussi que plusieurs des personnes que j'ai interviewées, lorsque j'abordais le sujet de la politique, pensaient au premier abord aux partis politiques ou aussi à la politique en termes de droits à acquérir, mais pas tellement que vouloir modifier les structures et le système de la société, c'était quelque chose de politique en soi. Et du coup, de penser la sexualité uniquement en termes de droits à acquérir, ça rend aussi plus compliqué de politiser la sexualité parce que les droits à acquérir, ils sont pas aussi évidents et ils sont aussi souvent liés à d'autres luttes qui sont pas portées uniquement par la sexualité. Mais il y avait quand même quelques personnes qui politisaient la sexualité parmi les personnes que j'ai interviewées. Et je pense que c'est pas anodin que ces personnes-là, c'est des personnes qui avaient des connaissances et qui étaient investies dans les luttes féministes et queer. Et notamment dans le féminisme, il y a cette idée que le privé et l'intime, c'est politique. Et du coup, si on a cette base théorique, c'est plus facile de percevoir la sexualité, qui est du coup liée à l'intime, comme quelque chose de politique. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'avoir des connaissances militantes en dehors de la communauté asexuelle, c'était assez important pour politiser la sexualité. Mais finalement, je pense que le facteur principal qui fait que la sexualité c'est peu politisé, c'est l'essentialisation de la sexualité, dont on a parlé dans le premier épisode. Selon la chercheuse Noémie Marinier, l'essentialisation, du coup, en définissant une identité sur un ressenti, comme par exemple l'attirance sexuelle, ça empêche la politisation. Concrètement, lorsqu'on essentialise la sexualité, on la voit comme quelque chose qui nous permet de mieux se connaître soi-même. C'est pas une mauvaise chose en soi, ça permet à beaucoup de gens de se libérer de souffrance et du sentiment d'anormalité, c'est pas du tout pour remettre ça en question. Mais du coup, c'est vrai que réduire la sexualité à une connaissance de soi, ça efface le fait qu'on se sent anormalo à cause des normes, à cause de quelque chose d'externe. Ça réduit du coup les revendications politiques à rendre disponible cette connaissance de soi, plutôt que de considérer la sexualité comme un mouvement pouvant remettre en question et démanteler des normes comme la contrainte à la sexualité, la machonormativité et des rapports de pouvoir comme le genre par exemple. Mais du coup, c'est vrai que cette définition essentialiste de la sexualité, ça permet aussi de comprendre pourquoi les revendications politiques actuelles des mouvements sexuels se focalisent autant sur la visibilisation et l'éducation, vu que le but, c'est de rendre disponible cette connaissance de soi. Peut-être juste une petite précision, bien sûr, c'est vrai que là, je critique du coup cette approche politique entièrement fondée sur la visibilité et l'éducation. Mais dans une approche plus politique de la sexualité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de visibilité, parce que faut bien que nos revendications se fassent entendre aussi. Ça veut juste dire qu'en fait, la visibilisation, c'est juste qu'une étape, une petite partie de la lutte qui va du coup servir à l'enjeu principal, qui serait plutôt de changer les normes et les structures qui nous oppressent. C'est très clair comme ça. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait remédier à ce manque de politisation ? Et puis, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait apporter au mouvement ACE ? Déjà, pour remédier au manque de politisation, je pense qu'il faut qu'on se défasse de la définition essentialiste de la sexualité. Je pense qu'il faut ne pas définir l'identité sur un ressenti psychologique ou personnel, mais sur un vécu ou une expérience marginalisée, du coup, de la percevoir plutôt dans sa relation au social. Je pense qu'on peut s'inspirer des mouvements féministes queer. Peut-être une petite précision par rapport à ce que j'entends par étude queer ou mouvement queer. Queer, en anglais, ça veut dire étrange, bizarre, et c'est un terme qui a été réapproprié par la communauté LGBT dans l'idée qu'on est bizarre et alors, ou même on est fier d'être bizarre, d'être étrange. On va du coup revendiquer en fait cette bizarreté, cette étrangeté. Je fais aussi référence aux études queer. Donc, pour citer quelques personnalités de cette approche, on a Judith Butler, que j'ai déjà citée avant, mais aussi du côté français, on a par exemple Paul B. Preciado et Sam Boursier. Pour essayer d'expliquer brièvement, les études queer stipulent que les normes, elles sont construites par la répétition de discours.
un peu avec ce qu'on a vu comme la contrainte à la sexualité. J'ai pas mal pris une approche queer dans mon mémoire. Mais du coup, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de naturalité derrière être un homme, être une femme ou être hétéro. Et c'est pareil pour les autres identités, qu'elles soient gays, lesbiennes, bi, non-binaires. Dans le premier épisode, je disais que l'essentialisation de la sexualité, ça permettait de se déresponsabiliser d'être anormal. Mais du coup, en fait, dans une approche queer, on va pas chercher à se déresponsabiliser de ça, mais on va plutôt le revendiquer et en être fier. Donc en fait, l'approche queer, donc s'identifier comme queer ou gay, lesbienne ou trans, c'est un moyen de s'opposer au discours normalisant des institutions et de retourner le stigmate. On adopte donc une identité en opposition aux normes qui nous sont imposées, qui nous obligent à nous conformer et qui nous font violence. Pour reprendre l'araignée, dans le queer, il ne s'agit pas de trouver l'étiquette qui correspond le mieux à notre ressenti, mais c'est celle qui nous permet d'exister et de lutter dans le monde social. Du coup, on n'a pas un processus tourné vers l'intérieur, vers soi-même, mais un processus tourné vers l'extérieur. On se définit par rapport au monde social et aux normes actuelles qui nous oppressent. Ce qui veut dire aussi que l'identité, c'est fluide, ça peut changer de définition selon le contexte social auquel on répond. C'est pas quelque chose de fixe. Et du coup, si on adopte cette approche, ça nous permet de commencer à réfléchir à quelles sont les normes qui nous oppressent et aussi, du coup, à des stratégies pour changer le système et la société. Et la sexualité, c'est une catégorie qui nous permet d'exister dans le monde social parce que, du coup, elle nous a permis de ne pas nous sentir anormalo, de ne pas penser qu'on a un problème médical ou de santé, de ne pas se forcer à avoir des rapports sexuels et de ne pas se forcer à performer la sexualité. Donc, comme on l'a décrit, par exemple, à se forcer à montrer qu'on y prend du plaisir. Et la sexualité s'oppose du coup au discours normalisant des institutions comme les institutions médicales, l'institution de la conjugalité, de l'hétérosexualité, des médias. Et du coup aux normes comme celle de la contrainte à la sexualité, mais aussi de genre. Du coup, l'identité asexuelle, dans une approche politique et queer, c'est une position qui s'oppose à la norme selon laquelle la sexualité est naturelle et essentielle, source d'épanouissement et de bien-être, et indicateur de bonne santé. La sexualité, ça nous amène à revendiquer qu'avoir une sexualité soi-disant insuffisante, c'est pas anormal, et par conséquent, elle nous permet de retourner le stigmate. Ça signifie du coup que toute personne qui s'oppose à cette norme, d'une manière ou d'une autre, peut se définir comme asexuelle. Donc, toute personne qui se sent marginalisée, aliénée ou anormale parce que leur sexualité est considérée comme insuffisante par la société, que ce soit lié à l'attirance, à la libido, à la pratique, ou parce qu'elle considère que la sexualité, c'est quelque chose qui devrait pas être central dans la vie, peut se définir asexuelle. Finalement, en fait, ce qui se retrouve dans tous les vécus des personnes que j'ai interviewées, c'est qu'elles considèrent que la sexualité, ça ne devrait pas être considéré comme quelque chose de central à la vie. C'est cet aspect-là qui m'a paru être au cœur des vécus des personnes asexuelles. C'est un super résumé, du coup, de ton mémoire, de décentrer la sexualité de la société en général. Pour finir sur une note plus personnelle sur ton travail, c'était comment pour toi d'étudier le sujet en tant que personne concernée et en faisant toi-même partie de la communauté? Et est-ce que ça t'a apporté des questionnements personnels? Est-ce que ça a changé ta vision de la sexualité? Déjà, en tant que personne concernée, je ressentais un peu une tension interne entre un sentiment de redevance à la communauté. Aussi parce que je comprends moi-même pourquoi il y a cette définition essentialiste, que c'est aussi justement une réponse à une stigmatisation, que c'est aussi utile pour dépathologiser la sexualité. Et oui, que ça peut être une stratégie utile parfois, et puis en fait aussi facile pour répondre à certains arguments esphobes. Et du coup, il y avait une tension entre comprendre ça et contredire et critiquer cette position essentialiste. Il y avait un côté où j'avais pas envie de délégitimer la communauté asexuelle, aussi parce que elle est méconnue et qu'on pourrait instrumentaliser mes propos pour dire que la sexualité, ça existe pas, ce qui est pas mon but, et puis c'est pas du tout ce que je crois. Je pense que la sexualité, c'est légitime et c'est utile, et pas seulement pour les personnes ace, comme je pense qu'on a pu le comprendre au fur et à mesure de ces 2 épisodes.
En même temps, je pense que cette critique de la position essentialiste, elle est aussi nécessaire. Et ça peut bénéficier au mouvement sexuel pour évoluer et pour aller plus loin. Et à titre plus personnel, c'est vrai que ça a un peu influencé ma vision de la sexualité. Il faut savoir qu'au tout début, quand je me suis définie asexuelle, c'était en 2018, donc ça date un peu. J'ai adhéré à l'approche essentialiste, enfin j'étais aussi nouvelle dans la communauté. Alors j'avais déjà commencé à m'en détacher au fur et à mesure, aussi lié au fait que j'étais de plus en plus investie dans le féminisme, notamment parce que du coup, en pensant que le privé c'est politique, la sexualité aussi était considérée comme politique de ma part. Mais c'est vrai que j'avais pas réalisé l'ampleur du potentiel politique de la sexualité. J'avais pas vraiment identifié quelle structure sociale la sexualité remettait en question. Et c'est vrai qu'avec la recherche, je me suis aperçue à quel point ça affectait le genre, la conjugalité, la famille nucléaire, le schéma hétéronormatif, et que ça révélait aussi du coup les injonctions sexuelles, pas seulement en termes de simplement avoir des rapports sexuels, mais en fait tout ce qu'il y avait autour, donc de désirer, de prendre du plaisir aux rapports sexuels, etc., etc. Du coup, c'est vrai que ça m'a amené à beaucoup plus politiser la sexualité qu'avant, et adapter du coup cette définition de la sexualité que j'ai donnée avant, beaucoup plus large, qui est plutôt fondée sur cette expérience de marginalisation, d'aliénation, et aussi sur cette idée de ne pas considérer la sexualité comme quelque chose de central. Trop intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de choses à explorer de ce point de vue-là, à mon avis. Pour conclure, est-ce que tu aurais une recommandation de ressources à consulter pour approfondir ce sujet de la politisation de la sexualité ? Alors tout d'abord, j'aimerais recommander le travail de Thémis Musi et de Louison Rizzo. Du coup, vous pouvez trouver sur Instagram, qui propose aussi des approches politiques de la sexualité. J'aimerais aussi vous recommander de lire le manifeste asexuel de Lisa Rolando, que j'ai mentionné dans le premier épisode. Alors, c'est vrai que c'est propre à son époque, à son contexte historique, et c'est fait dans un cadre féministe, mais il y a quand même plein d'aspects qui sont toujours pertinents aujourd'hui, je trouve. Et du coup, je pense qu'on peut aussi s'inspirer de leur approche pour repenser comment on peut reformuler une asexualité politique qui nous correspondrait aujourd'hui. Trop bien. Bon, on mettra toutes ces ressources dans la description, vous pouvez aller consulter. Et aussi le lien vers le travail de mémoire de Marine, si vous voulez aller le lire en entier. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces connaissances, cette recherche que tu as faite pendant de longs mois. Avec plaisir. Et on se réjouit de vous retrouver pour un prochain épisode. À tout bientôt. Et avant de se quitter, on vous laisse avec une citation du manifesto de Lisa Rolando pour vous inspirer. Nous sommes parvenus à une asexualité qui est à la fois une revendication et une manière d'être. Le sexe interpersonnel ne nous est plus important, plus suffisamment pour justifier le rôle destructeur et perverti qu'il a joué dans nos relations. Il ne définit plus nos relations et en aucun cas ne constitue nos identités. En substance, notre asexualité renvoie au rejet du sexe interpersonnel tant que celui-ci ne correspond pas à nos conditions, qui soit à la fois congruent avec nos valeurs et complètement accessoire et sans aucune importance pour nos relations. Merci d'avoir écouté cet épisode d'introspection. On espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucun des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram @atrospection pour rester au courant de nos actualités. Et si vous voulez réagir à cet épisode ou proposer des idées de sujets pour un prochain épisode, écrivez-nous un email à l'adresse atrospection@gmail.com. On se réjouit de vous lire. Le podcast Atrospection est un podcast indépendant, créé, produit et diffusé par l'équipe d'Atrospection basée en Suisse romande. Merci à Chloé Zuffray pour la musique du générique.